Bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette séance de chirurgie ophtalmologique organisée par Laurent Laroche et Françoise Foussard-Maille. Laurent Laroche va la modérer à mes côtés. Auparavant, nous avons d'une part des annonces que va faire notre secrétaire général Hubert Joannet et d'autre part le compte-rendu de la séance précédente que va faire Jean-Louis Béraud. Non, Maxime Ross, pardonnez-moi. Alors nous avons un certain nombre d'annonces cette semaine. D'abord malheureusement le décès de Jacques-Paul Questens, qui était un chirurgien transporteur hépatique belge. C'était un leader de la transplantation hépatique en Europe. C'était le patron de Benoît Langelet et il est décédé la semaine dernière. La deuxième annonce, c'est que c'est cette semaine la semaine de l'antibiorésistance. Vous savez que toute la côte opératoire est exposée à l'épreuve d'infection. Et l'antibiorésistance est un problème menaçant qui fait encore une mort en Europe. Et donc, l'Académie est partie prenante de ces manifestations. Troisième élément, les journées de rencontre internationale de chirurgie francophone se sont tenues donc, il y a maintenant 10 jours. Tout est en ligne sur le site dédié chirurgie-francophone.org. Quand je vous dis tout, toute la première journée, vous pouvez assister à toutes les communications, les questions, les réponses, les félicitations, les embrassades. Et la journée du 6 novembre sera mise en place dans les jours qui viennent. Enfin, nous avons reçu un livre intitulé « Les gueules cassées russes ». Ce n'est que le premier tome, les chirurgiens précurseurs. Il est là-haut à votre disposition. Et il est signé d'Alex Clément, qui est un chirurgien oral et maxillofacial. On vous rappelle la journée des prix Master 2, des jeunes chirurgiens-chercheurs, organisés par le groupe Franco le vendredi 3 décembre prochain. Il y aura 34 communications sur les 52 dossiers reçus pour 4 prix. Et on remet leur classement solennelle. Le 8 décembre prochain, ce sera l'accueil des nouveaux académiciens 2021. C'est compliqué cette année, puisqu'on a déjà fait les 2020 il y a 3 mois. Et enfin, le 15 décembre, ce sera notre séance solennelle habituelle de l'année 2021, séance du président Mar. Voilà, monsieur le président. Merci beaucoup. Alors, je passe d'abord la parole à Maxime Ross. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, chers collègues, la séance de la semaine dernière était consacrée à la chirurgie maxillofaciale sur le thème de la disgrâce. C'est un problème de titre. C'est juste un petit peu. Donc c'est bien la chirurgie maxillofaciale. Colbertolus de Paris qui reconstruit les indications considérées ici concernent les membres libres micro-anastomosés. La première est l'ostéoradionéphron suite à un traitement oncologique. Celle-ci se voit de plus en plus car les patients survivent de plus en plus au cancer de la cavité orale. Les tumeurs bénignes apportent leur lot de perte de substances importantes, bien entendu que l'inflammation congénitale, notamment le syndrome automandibulaire, généralement traité plutôt en pédiatrie, et enfin les traumatismes balistiques. Quelles sont les limites à s'imposer, sachant que d'un côté, il s'agit d'interventions de très longue durée opératoire, mais avec un taux de succès aux alentours de 94% dans leur service et une mortalité périopératoire inférieure à 1%. Les cancers dits trop graves, il a été démontré que la mise en place immédiate d'une reconstruction augmentait la qualité de vie, bien entendu, mais aussi la survie. Une limite en fonction de l'âge, il a été démontré que jusqu'à 80 ans, l'âge n'est pas un facteur de fragilité vis-à-vis de ces traitements. La chirurgie palliative avec tumeur en place, il a été montré dans le cas des résections carotidiennes l'amélioration de la survie dans 95% des cas. Les patients ayant atteinté leur vie, il a été montré que les patients ayant survécu ne retentent pas. Commentaire de notre président. Concernant la chirurgie de l'extrême, ce terme sous-entend un exploit chirurgical. Alors ce n'est pas le chirurgien qui fait l'exploit, mais bien le patient. Et en ce qui concerne le courage, on fait ce métier parce qu'on l'aime, parce que nous sommes passionnés qui représente l'essentiel de notre vie. Il n'y a pas de courage là-dedans. C'est encore une fois le patient qui est courageux. Marie-Paul Vasquez, la disgrâce chez l'enfant.
L'atteinte des visages est un choc avec une culpabilité d'abord des parents mais aussi de l'enfant dans sa croissance. Les origines de ces atteintes sont d'abord congénitales et contrairement à l'adulte, la chirurgie dite interceptive, c'est-à-dire progressive, sans risque quand on apprend les techniques à venir. Les malformations prennent 1,5% des naissances. Le diagnostic anténatal a permis de révolutionner cette prise en charge en permettant notamment d'affiner le diagnostic, d'évaluer le pronostic et bien entendu de préparer les parents à l'enfant. La chirurgie primaire obligatoire est minutieuse, doit être la plus parfaite possible d'emblée. Le suivi est pluridisciplinaire et il durera jusqu'à l'âge adulte. Sont discutées ensuite les chirurgies secondaires, fonctionnelles avec beaucoup d'exemples, voie du palais, respiration nasale, mastication articulée dentaire ou morphologique, esthétique, nez, lèvres, et en fin de croissance sont composées de chirurgie orthodontique. Sont présentés plusieurs exemples, donc les fentes orbitofaciales, latérales, conditions bilatérales ou complètes, avec une notion sur laquelle, contrairement à l'adulte, on ne fait pas de langue libre, mais on reconstruit en local, peu à peu. Les dysplasies cutanées, les vues géants, hémangiome infantile, les malformations lymphatiques. Les morsures de chien, 1% des violences chirurgicales pédiatriques et les brûlures ont la particularité d'entraîner un changement du visage brutal. Les brûlures les plus fréquentes sont les bouillonnements, généralement au deuxième degré intermédiaire. Les brûlures par flamme sont toujours gravissimes. Enfin, une dernière cause est évoquée, la maltraitance. Question, Pierre Lacombe. En orthopédie pédiatrique, quand l'allongement d'un fémur ou d'un tibia est à faire à 2 cm, il peut être réalisé en extemporané. Si plus, il faut le faire progressivement à une vitesse de 1 mm par jour. Concernant l'allongement du maxillaire, comment procéder? J'ai au début voulu appliquer la technique d'Ilizarov à la face, mais c'est différent. La branche montante de la mandibule est certes un os long, mais on l'allonge progressivement pour qu'il y ait développement des tissus mous en même temps. Il en est de même pour le maxillaire sur la tolérance de l'enfant. Gérard Morvan, vous avez dit que les enfants devaient être opérés dans des centres labellisés. Comment assurez-vous leur suivi? Les centres labellisés ont été mis en place dans le cas des maladies rares, dont la définition est une prévalence inférieure à 1 pour 2000. Dans le cas des malformations, chaque entité d'anatomie clinique est en dessous de cette prévalence. Les bilans et évaluations de décision sont faits dans les centres, des réseaux de soins de proximité ont aussi été mis en place. Bernard de Gauchel, la reconstruction en milieu hostile. Le milieu hostile correspond pour un chirurgien aux conditions, aux malades, à la maladie. La création d'une équipe soudée est un primordial et essentiel. De très nombreux exemples sont présentés pour illustrer ces différents milieux hostiles. Prise en charge de malformations veineuses, dysplasie fronto-crânienne, orbitofaciale, encéphalocèle, lambeaux préfabriqués et multipréparés comme un lambeau antébrachial préaligné pour une épouillesse et reconstruction jugale, volumétératome, sarcome, ankylose, l'articulation temporomandibulaire traitée par reconstruction avec la tête du deuxième métatarsial. Carcinome épidermoïde, améloblastome mandibulaire traité par voie lifting, implantation du scalp, de la face, et enfin oropharyngostome majeur. Le but de la reconstruction est d'obtenir le meilleur résultat esthétique et fonctionnel. On ne peut pas avoir de restitution ad integrum à moins de pouvoir réaliser une replantation ou une transplantation, et en l'occurrence, ce qu'il a développé, la transplantation de tissu composite, à savoir la greffe du visage. Le principal accueil est la gestion du rejet chronique. Faut-il retransplanter ou nous ne sommes pas tenus d'imaginer d'autres possibilités? Les perspectives vont vers le développement d'une chirurgie régénératrice, développer des recherches sur les possibilités de régénération nerveuse, parce qu'on rétablir les fonctions, ainsi que les greffes réalisées grâce à la recellularisation d'organes décellularisés. Question de Michel Germain. Concernant le lambeau jéjunal, y recourez-vous volontiers? Il faut faire attention aux indications. L'utilisation de cette transplantation a été décrite dans les années 70-80 et a été utilisée pour de multiples indications. Pourtant, le lambeau antibrachial, au-delà de son pédicule, va être revascularisé par le sous-sol. Le lambeau jéjunal, lui, du fait de son système de vascularisation terminale et parce que d'habitude il est recouvert de péritoine, ne va pas permettre la revascularisation par le sous-sol. Il doit donc être réservé pour reconstruction hypopharyngée et œsophagienne haute ou pour certains pharyngostomes. Thomas Schumann, la place du numérique en reconstruction faciale. Depuis une dizaine d'années, les outils informatiques permettent de simuler la chirurgie pour étudier la conformation des lambeaux. Cela a permis de tester différents scénarios, d'anticiper la longueur des segments. Puis ont été créés des dispositifs de transfert de ces conformations au bloc, grâce aux technologies d'impression 3D, qui permettent de fabriquer des guides chirurgicaux pour répliquer ces simulations chirurgicales. Malgré une bonne conformation, le positionnement n'était pas optimal. La planification aurait été inversée. On ne s'est plus basé sur des repères osseux, mais par rapport à l'articulé dentaire pour finalement amener la construction osseuse autour des implants. La lourdeur de ces protocoles et le fait que les patients n'étaient pas tous éligibles ne permettaient pas de répondre à l'ensemble des situations. Et donc été décidé de développer peu à peu, toujours par impression, non pas des dispositifs en polyamide, mais directement en titane. Les guides ne sont plus seulement des guides de coupe pour l'ostéotomie, mais de préforage. Anticipation de positionnement en dehors de la pression qui permettent fait gagner beaucoup de temps au bloc, pratiquement 1 heure. Encore une fois, nous avons vu que c'est une opération qui était très longue. Finalement, l'évolution va vers la possibilité de remplacement prothétique des paires de substances osseuses. Parmi les différents substituts osseux qui pourraient être plus durables et plus stables, on a décrit le biovert, les matériaux céramiques, les polymères, mais ils ne sont pas adaptés au vu des contraintes mécaniques. Les métaux comme le titane sont suffisamment solides, mais ses propriétés mécaniques trop éloignées de celles de l'os. L'idéal étant un substitut poreux pour être colonisé par les tissus environnants. Les propriétés mécaniques du titane ont donc été adaptées en créant des prothèses poreuses.
Question de Philippe Germain. Ce matériau est trop séduisant et performant, mais il faut évoquer la problématique de l'effet de la température qui peut entraîner des douleurs, ici notamment les exemples de la population québécoise. Tout à fait, l'inertie thermique peut occasionner des douleurs. Le caractère poreux d'une acier substitut a permis de réduire cette inertie avec une très bonne tolérance. Enfin, Oucham Guillardi, psychiatre à Paris, dans le service de maxillofacial, l'accompagnement psychologique des patients défigurés et des équipes aux quelques mots d'outre-monde. L'outre-monde, il s'agit d'un autre monde non connu, mais tout aussi délicat et technique, qui est celui de la subjectivité et des états psychiques dans lequel le terme objectivité n'a quasiment plus de sens. Monde d'idées, de pensées, de fantasmes, d'émotions, d'idéaux, de récits, de contes de fées, d'interprétations, d'illusions, de jugements. Cet outre-monde redouble par la survenue brutale, inattendue d'un événement mutilant ou délétère. On l'appelle stress, mais il s'agit d'un véritable désordre. Ceci peut mutiler le psychisme, entraînant une configuration différente entre l'avant et l'après, d'autant plus que cela atteint le visage qui forme une part de densité du sujet. Ainsi sont présentés les faits cliniques pour évoquer la disparité des situations. Ceux qui temporisent et tempèrent, ceux qui entrent en délire et se désinsèrent, ceux qui voient s'enquister l'altération d'un handicap dans un milieu physique et qui permet, in fine, un équilibre psychique. Il n'existe aucune corrélation directe entre la gravité de l'atteinte ou du délabrement physique et ses conséquences psychiques. Cette complexité, diversité des états psychiques qui va commander une part des relations des patients avec les chirurgiens, les équipes et les familles. Notre président Philippe Marre a conclu en revenant sur la notion de courage, la mettant en perspective avec nos limites et avec l'innovation, citant bien entendu Max du Bernard. Si je peux me permettre, Monsieur le Président, nous devrions nous pas mettre aussi en perspective le courage dont l'étymologie vient du cœur, avec l'audace qui signifie oser. Je vous remercie. Merci beaucoup.